Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci parce que vous nous avez demandé d'organiser ces plateaux les 19. J'ai utilisé la dictature de l'émission. Mes invités sont là parce que les invités aiment bien cette population et le peuple congolais. Sur ces plateaux, je suis avec le professeur Ngoulou. Il est porte-parole du candidat président de la République numéro 24, M. Adolphe Mouzitou, le président d'un grand parti politique Nouvel Élan, ancien Premier ministre de la République. Professeur Ngoulou, soyez le bienvenu. De l'autre côté, nous avons la présence de M. Amis Makutano. Il est PCA de l'OGFRAM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir, le grand parti de la République démocratique du Congo. Il est également candidat à la députation nationale et provinciale. M. Amis Makutano, soyez le bienvenu. Merci Delphin pour l'invitation. Avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité et surtout l'actualité dans son entièreté parce que le public a besoin d'être servi et comprendre certaines choses. On va parler de la situation de l'Est. On va également essayer un peu de placer mot concernant les élections parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il y a les Russes avec un autre candidat qui sont en train de comploter pour qu'il n'y ait pas les bonnes élections, tricher, cybercriminalité. Tout cela, on va essayer un peu de réfléchir, la diplomatie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi a rassuré? A-t-il fait mieux pendant les 5 ans? On en parle sur ces plateaux. Adolphe Mouzitou, l'homme des tribunes, est-ce c'est l'homme qu'il faut pour un Congo meilleur? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités. Je préfère commencer par le porte-parole de M. Adolphe Mouzitou, l'un des candidats présidents de la République numéro 24. M. Ngoulou, nous venons de la campagne. Est-ce votre candidat a rassuré? Votre candidat a convaincu l'opinion? Oui, je pense que oui. Adolphe Mouzitou, le candidat numéro 24, qui va travailler 24 heures sur 24 pour relever le Congo, a fait une très belle campagne. Il a commencé ici à Kinshasa, de proximité, et il a été palpé du doigt tous les problèmes qu'il y a dans les quartiers les plus difficiles de la capitale. Et puis, il s'est envolé vers le Grand Kassai. Il a parcouru le Kassai avec vraiment des meetings qui se sont très très bien déroulés. Et puis il est allé au Grand Kivu, et puis dans l'Itou, pardonnez-moi, dans la Chopo, à Kisangani, etc., pour enfin terminer au Katanga et à Kikwit. Donc Adolphe Mouzitou a fait une très belle campagne. Évidemment, vous savez qu'il y a quand même quelques soucis. Il y a quand même quelques soucis au cours de cette campagne avec ces avions, n'est-ce pas, la difficulté d'obtenir des avions, mais il a quand même malgré tout pu faire une très belle campagne. Alors, de l'autre côté, M. Amis Makutano, au cadre de l'UDPS, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, la même question à vous. Votre candidat numéro 20, ce n'est pas au moment de la campagne, hein, mais nous faisons quand même le décryptage de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a rassuré la population? A-t-il fait mieux? Est-ce qu'il a convaincu le peuple? Merci Delphin de m'avoir accordé la parole. Ce que je dois vous rassurer et rassurer l'ensemble de notre peuple, que la République démocratique du Congo n'avait qu'un seul candidat. Vous dites? La République démocratique du Congo et les Congolais en général n'avaient qu'un seul candidat. Non, il y avait 26 candidats sur la liste. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ok, continue. Les seuls, pourquoi? C'est les seuls qui a sillonné l'ensemble de tous les territoires de la République démocratique du Congo. C'est lui qui a tenu plus de meetings en face de cette population congolaise. Et il était le seul aussi pour défendre le bilan de ces 5 ans à la tête de la gestion de notre pays. S'il a rassuré, je me dis oui. Avant qu'il soit président de la République, Félix Tshisekedi était candidat. Et il a y donné quand même quelques promesses. Est-ce que ces promesses ont été réalisées? J'ai dit oui. Ok. Et si tu veux que j'essaie quand même de les étayer, mais bien entendu, nous ne sommes plus pendant la période de campagne, mais lui-même a pu faire cet exercice hier, et tous ceux qui l'ont suivi, ils ont compris que c'était important que le Congo puisse avoir un président de la République comme Félix Tshisekedi, qui il sait s'adresser
devant ses compatriotes, a des mots clairs, très cohérents, égal à lui-même, et surtout un aimable du Congo et des Congolais. Il semble que votre candidat ait eu le privilège de faire le 26 provinces parce qu'il a utilisé les moyens de l'État, contrairement à d'autres candidats. On a suivi sur le porte-parole du candidat numéro 24, Mouzitou, qui a dit que les avions de Mouzitou ont eu des problèmes, je ne sais pas, peut-être des problèmes administratifs. Mais pourquoi vous n'avez pas facilité aussi la tâche aux autres? Non, non, quand on se porte candidat, on doit se mesurer. Et Félix Tshisekedi n'a pas pu... il n'a pas utilisé le bien de l'État. Les moyens de l'État, non, non. La logistique. Hein. Non, non, il n'a pas utilisé la logistique de l'État. Et comme vous le savez, la société de l'État que nous avons a quand même de petits soucis en ce qui concerne les avions. Et il s'est arrangé en tant que candidat, en tant que quelqu'un qui veut affronter justement le processus. C'est ce qu'il a fait. Et même le président Mouzitou aussi a fait quand même le nécessaire, même s'il n'a pas été à la trempe de ce qu'a été comme préparatif de la team du président de la République, mais il a fourni quand même les efforts, il faut encourager. Merci. Et le président de la République, avec le titre qu'il porte jusqu'à maintenant, parce qu'on peut toujours se référer à la Constitution, il reste président de la République jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Il s'est préparé en conséquence. Merci. Et nous, qui sommes les siens, nous étions aussi préparés en conséquence pour que sa campagne puisse se dérouler correctement. Merci. Je vais donner le même temps d'antenne à M. Léo Ngoulou, professeur porte-parole du candidat numéro 24, M. Adolphe Mouzitou. Ici, il y a les arriérés, vous pouvez les payer, mais j'aimerais bien que nous puissions faire un exercice important. Vous voyez, parce que demain, il y aura élection. Nous ne sommes pas au moment de propagande, mais quand même offrir à la nation et le pourquoi et chaque candidat, quelle était son offre. Vous voyez, quel était le programme de votre candidat, le programme qui peut amener le Congo à un avenir meilleur? C'était quoi le programme? Mais merci pour cette question, cher Delphin. Mais je dois rappeler quand même qu'Adolphe Mouzitou n'est pas n'importe qui. C'est un ancien Premier ministre qui a dirigé le pays pendant plus de 3 ans et presque 4 ans. Et à l'occasion de sa prise de fonction, lorsqu'il était Premier ministre, chef du gouvernement, il a obtenu des résultats qu'on ne peut même plus contester. Donc le programme d'Adolphe Mouzitou est un programme de continuité. Il avait déjà initié de nombreuses actions lorsqu'il était Premier ministre. Notamment, vous savez que c'est grâce à lui qu'on a pu obtenir l'annulation de la dette. On ne le répétera jamais assez. La RDC, aujourd'hui, est un pays vierge au niveau de l'endettement. Nous avons encore un potentiel d'endettement jusqu'à peut-être 30, 40, voire 50% du PIB. On peut aller vraiment prendre des dettes pour financer de très, très grands travaux. Et on doit à Adolphe Mouzitou, lorsqu'il a justement annulé la dette, que le service de la dette, c'est-à-dire l'argent qu'on payait chaque mois pour la dette, a effectivement été mis en jeu pour améliorer le social des fonctionnaires, le social des Congolais. Et ça, tout le monde s'en souvient. Et c'est un programme de continuité qu'il propose sur 300 milliards. 300 milliards de dollars sur 10 années, avec notamment sur les 5 premières années un emprunt de 30 milliards, parce que la RDC peut arriver à emprunter jusqu'à 40% de son PIB. Alors, Adolphe Mouzitou est un spécialiste du domaine, c'est un économiste, un grand financier, inspecteur général des finances à la retraite. Donc, je n'ai pas de doute pour ça. Les réformes d'Adolphe Mouzitou, c'est précisément de combler tous les vides là où l'actuel pouvoir a failli. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de points. L'actuel pouvoir a failli? Oui, dans certains points. Il semble que l'actuel pouvoir a montré de prouesse. Hein. C'est démarqué un peu de l'ancien régime, le régime Kabila, Mouzitou, Matata et les autres. L'actuel pouvoir a fait de prouesse. Les Congolais apprécieront vos affirmations, mais on peut prendre l'exemple de la gratuité qui était, n'est-ce pas, une injonction de la Constitution. Et ça, on salue le fait que Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, a mis en place cette gratuité. Mais gratuité difficile parce que la qualité des enseignements est mauvaise, les enseignants ne sont pas payés, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont renvoyés à l'école. Mais saluons les 5 millions, pour les 5 millions d'enfants, de nos enfants qui sont retournés sur le chemin de l'école. Mais l'UNICEF, aujourd'hui encore, l'UNICEF, au mois de septembre, l'UNICEF a donné dans son rapport pour la RDC, et je m'adresse, je pense, au président de la Ligue des jeunes, de l'UDPS. Ici, je préfère lui parler en tant que président de la Ligue des jeunes, parce que je crois que ce que je vais lui dire va l'interpeller. L'UNICEF, donc le Fonds des Nations Unies pour l'enfance,
a dénombré 7 millions d'enfants à cette rentrée septembre 23-24, donc 2023-2024. Pour cette rentrée, il y a 7 millions d'enfants qui sont encore hors du système scolaire. Donc on dit oui, d'une part, c'est vrai, le président a fait cet effort, il a mis en œuvre un processus qui doit encore être amélioré. Mais il y a encore 7 millions d'enfants. Vous, ceux qui ont, si vous avez un téléphone, vous pouvez taper sur Google, UNICEF, RDC, 7 millions d'enfants qui ne sont pas dans le système scolaire en ce moment. Nous avons également 23 millions d'analphabètes, d'après l'UNICEF, aujourd'hui. Et 23 millions d'analphabètes, ça dit des gens qui ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer. Avant, le CK disait au nombre de combien? Et pendant le CK dit, ça a augmenté ou bon, ça, je n'aime pas beaucoup ce genre de questions parce que quand on vient aux affaires, on propose aux Congolais un programme, c'est justement pour faire mieux que ceux qui étaient avant. Donc ici, la question, c'est qu'il y a 23 millions d'analphabètes au Congo. Ça, c'est l'UNICEF qui le dit. Vous pouvez vérifier sur Google. Il y a encore 6 millions de déplacés qui sont dans une situation d'extrême difficulté. Donc, extrême difficulté dont les enfants ne sont pas scolarisés. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup. Il y a 55 millions d'enfants en République démocratique du Congo. 5 millions ont été récupérés par la mise en œuvre des prescrits de la Constitution. N'est-ce pas? Et il y a 7 millions qui sont encore sur le chemin. Et je crois que le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS doit être interpellé par ce nombre très important de jeunes qui ne sont pas encore scolarisés. Voilà. Merci. Alors, M. Amis Makutano, la même question à vous, mais s'il y a les arriérés, vous pouvez les payer. Quelle était l'offre de votre candidat Félix Tshisekedi? Peut-être il est allé à côté de réalité. Merci beaucoup, M. Delphin. Je dois vous rappeler que nous sommes dans la réalité de la continuité. Et cela a été rappelé par le président de la République. Mais ici, je tiens à avouer la sincérité du président Muzito quand il a eu à accepter, tout en confirmant sur les chiffres à l'appui, en disant que le gouvernement de Félix Tshisekedi a apporté quand même les énergies positives à ce qui concerne la mobilisation des recettes. Et quand le professeur fait allusion au nombre de nos enfants qui traînent encore, je crois qu'il fallait d'abord saluer le premier pas. Parce qu'avant que nous puissions y arriver, même si c'est une obligation constitutionnelle, mais il faut comprendre que la Constitution n'existe pas seulement aussitôt que Félix Tshisekedi soit président de la République. Ça existe depuis longtemps, mais ça n'a pas été respecté. Mais cette obligation a été mise en pratique par le régime Félix Tshisekedi et nous avons pu gagner plus de 5 millions de nos enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Et le processus continue. Et par ce fait, acceptons quand même ce que nous appelons la continuité. Et pour vous dire, dès que nous serons à la fin de l'année, il y aura encore l'augmentation. Et surtout, n'oubliez pas ce gigantesque programme de 145 territoires qui n'a fait que commencer. Ce n'est pas seulement les infrastructures qui comptent, mais nous allons encore ajouter le nombre de nos enfants qui vont se rendre à l'école. Et ce n'est pas n'importe quelle école, ce sont des écoles modernes. Je suivis le président de la République quand il nous parlait de ce programme de 145 territoires. Il a fait mention justement de revoir encore, c'est ça la volonté ferme d'ailleurs, de revoir l'enveloppe salariale de l'enseignant. Parce que ce qui est vrai, acceptons ce qui est visible. Nous avons vu nos enseignants, il y a certains même qui témoignent pour dire nous étions A, mais quand même on a doublé, on a triplé, nous sommes A. Okay. Même un enfant, quand il apprend à marcher, il commence toujours par quelque part. Et le quelque part, c'est le premier pas. Donc même les plus longs voyages du monde commencent toujours par... Bien sûr. Et cette cohérence que j'avais découverte chez le président Muzito, non seulement pendant la période électorale, même à un moment quand il a jeté des prouesses au gouvernement sur le budget de 14 milliards. Ça veut dire qu'il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Bien entendu, on n'est pas satisfait. Mais n'oubliez pas le mandat du président de la République de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais quel est le contexte que Félix Tshisekedi a trouvé sur place pour que nous puissions calculer les 5 ans? On a pris 8 mois sans le gouvernement. C'était par la volonté de certains d'entre nous qui ne voulaient pas qu'il y ait peut-être un gouvernement. Il fallait que soit
servi et que le président puisse être comme un spectateur. Et ça ne pouvait pas marcher. Nous avons eu le gouvernement 2 ans et 3 mois avec Ilunga Kamba. Nous tous, nous avons vu, et l'ensemble de notre peuple, qui ont vu comment les gens se sont remis à l'autorité morale qui devait décider sur l'avenir de la population congolaise. Même dans les domaines où la population pouvait tirer peut-être le dividende, ça ne pouvait pas marcher. Là, nous allons faire allusion à la gratuité de l'enseignement, qui avait des difficultés pour démarrer. Et tout ça, ça a été comptabilisé. Mais avec les 2 ans restants, avec le gouvernement des Warriors, ils ont mis quand même les énergies positives et nous avons palpé le peu que nous avons palpé. Et c'est ce qui a justifié d'ailleurs la demande du président de la République pour qu'il puisse avoir une majorité confortable. Et avec lui-même, je crois que l'élan du développement ne peut que commencer par quelque part. Alors, professeur Ngoulou, en suivant M. Abissi Makoutalou, président de la Ville de l'UDPS, il y a un programme phare, le PDL 145 territoire. Vous n'avez pas vu le progrès dans ce secteur-là? Juste une petite remarque que je voudrais faire à notre ami et frère, le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Même sous Ilunga Kamba, c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Et c'est lui qui donne les orientations. Donc je crois que c'est un peu facile de dire que Ilunga Kamba n'était pas très coopérant. Parce qu'en fait, quand on va tous les vendredis au Conseil des ministres, c'est pour donner des instructions aux administrations et c'est le président de la République qui doit, par tous les moyens, imprimer une ligne de conduite à l'action du gouvernement. Et c'est le Premier ministre qui exécute sur le terrain. Sinon, ce n'est pas le président de la République qui va présider le Conseil des ministres. Le programme 145 territoires, il se trouve, vous le savez, cher Delphin, vous savez que j'ai également une casquette d'ingénieur agronome et que je vis en province, au Congo central. Et j'ai vu effectivement dans les chefs-lieux de territoire des bâtiments administratifs, n'est-ce pas, qui ont été érigés. Et ça, nous le félicitons, c'est très bien, c'est très prometteur. Seulement, la remarque que nous allons faire à ce programme 145 territoires, la remarque est la suivante. Beaucoup d'argent a été dépensé, environ 10 millions, je pense, par territoire. Je crois qu'il y a encore des choses qui n'ont pas encore été achevées. Mais quand vous regardez la réalisation, déjà la conception de ce programme 145 territoires et la réalisation, vous voyez que par exemple, le Mayombe, qui est un grand bassin de production agricole, eh bien le Mayombe, les routes de désenclavement, ça ne fonctionne toujours pas. Hein, donc je vis au Mayombe, à Lukula en particulier, et là le bâtiment administratif est achevé. Mais dès que vous vous éloignez du bâtiment administratif et que vous essayez de prendre les routes pour aller dans les champs, pour sortir la marchandise, pour sortir la production, pour venir avec pour la vendre à Kinshasa, mais vous vous heurtez à des problèmes insolubles. Donc il n'y a pas de route. Et d'ailleurs, vous voyez bien que même actuellement, Denis Kadima lui-même a demandé de grands renforts parce que faute de route. Vous voyez un petit peu, regardez votre tableau. Je ne sais pas si la caméra peut... Monsieur de la caméra, s'il vous plaît, vous pouvez nous prendre ce tableau, si vous voulez bien. Le tableau, vous pouvez le prendre. Parlez, oui. Le tableau, voilà. Eh bien, vous voyez ce tableau qui décore le plateau de votre émission, il dit tout sur la situation. Vous voyez qu'il y a des routes, voilà l'état des routes au Congo. Vous avez vu cette voiture qui est en train d'avancer dans une espèce de rivière, et avec quelqu'un qui est allongé et qui regarde tout ça. Et vous voyez, ça c'est le philosophe qui parle, maintenant je change de casquette. Vous voyez que la lampe qui est là, c'est une analyse sémiologique, la lampe n'est pas allumée. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu l'état des routes au Congo que vous avez vu vous-même, cher Delphin, sur votre plateau. Donc pour le programme 145 territoires, nous disons oui. Nous disons oui, c'était une bonne initiative. Mais il fallait d'abord commencer aussi par les routes de désenclavement. Et c'est pour ça que le candidat numéro 24, qui va travailler 24 heures sur 24, le candidat Adolphe Mouzito, il a un programme, n'est-ce pas, pour affecter l'office des routes qu'il va renommer, qu'il proposera de renommer office des routes de désenclavement et placer cet office des routes de désenclavement sous la tutelle du ministère de l'Agriculture afin justement d'essayer, n'est-ce pas, de faire une politique agricole nationale cohérente avec les bassins de production et les besoins d'évacuation vers les centres de consommation et les centres de commercialisation. Donc vous voyez le reproche qu'on fait au programme 145 territoires. Évidemment, on dira oui, il y a quelques routes ici et là qui ont été faites, oui, il y a autant. Mais quand vous regardez dans les territoires, nous qui vivons dans les territoires, vous savez, quand on vit à Kinshasa, on ne se rend pas compte. Mais nous qui vivons dans les territoires, qui travaillons à la population, avec les planteurs, les cultivateurs, eh bien, nous vous disons que c'est vraiment très, très difficile. Il n'y a pas de route et il faut
absolument un grand programme de désenclavement que Félix Tshisekedi n'a pas mené. Alors, M. Amis Makutano, il ne faut pas vendre un peu du vent à la population. Il semble que le 145 territoires, oui, des bâtiments, oui, mais vous n'avez pas désenclavé nos provinces, ou encore le Congo. Ça, c'est un problème sérieux. Personnellement, je risque de me perdre, mais je refuse. Ok. Ouais. Je suis devant le professeur, quelqu'un qui a géré aussi à un certain niveau. Je comprends. Il est dans la casquette d'un opposant. Mais ce qu'il parle, lui-même, parfois il n'est pas convaincu de ce qu'il nous dit. Ok. Vous comprendrez qu'avec moi, le professeur dit, bon, ok, avec la gratuité de l'enseignement, qui est une obligation constitutionnelle, mais selon le rapport de l'UNICEF, il y a encore 7 millions. Mais le professeur oublie que c'est tout un processus. Nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas au même moment qu'on va prendre tous les enfants. Ça, c'est de 1. Mais je reviens encore quand j'écoute le professeur, il dit... on devait commencer par ce jeu vide, de beaux bâtiments, c'est bien, mais il n'y a pas de route, de désert. Quand vous vous éloignez un peu, je préfère me répéter et l'ensemble de notre peuple qui nous suit comprendra que nous sommes dans un processus. Dans tout ce que nous pouvons faire, on commence toujours par quelque part. Les concepteurs, le metteur en scène de ce programme, l'a si bien rappelé que nous avons commencé, mais on n'a pas fini. C'est juste un début. Je me rappelle, nous sommes les enfants de Etienne Tshisekedi. À chaque moment, il nous accordait 20h à 20h45. Et il nous appelait ses collaborateurs. On était encore enfants. Nous étions très attachés à lui. Et surtout quand il nous prodiguait des conseils, quand il nous enseignait la politique. Je le suis à un moment, en 2011, il y avait plusieurs candidats. On lui demande, mais M. Tshisekedi, vous, nous avons déjà suivi les autres qui ont dit qu'ils vont construire des immeubles, des routes. Mais quelle sera votre particularité? Il a rigolé. Il dit, moi je dois créer un prototype d'homme responsable que je vais léguer à toutes les générations futures. Ça veut dire, il va investir dans l'homme, dans la formation. Et c'est ce qui justifie même le point essentiel de la construction des écoles à travers nos territoires. Il n'y a pas mieux que ça. Donc c'est la priorité des priorités. Je vous dis, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Les routes que nous parlons ici, les routes à dessert agricole, qui vont le faire? Ce sont les hommes. Mais si ces hommes-là ne sont pas instruits, ça ne va pas rencontrer la volonté peut-être des paysans ou les gens qui y vivent. Donc on a commencé par quelque part, donner l'essence, donner la formation à cet homme qui doit être au centre du développement. Il semble qu'il y ait une légèreté. Ça ne s'est jamais vu. Il semble qu'il y ait une légèreté. Il n'y a pas de manière de faire. Il n'y a pas de légèreté. Vous faites les choses en tâtonnant du moment que l'urgence est partout. Mais quand nous prenons la BSECO, on prend cette histoire-là de PNUD, et ce sont des institutions ou des organisations faibles. Ils sont rigoureuses. Même dans la sélection, ça il faut comprendre. Et d'ailleurs, même nous-mêmes, on s'est étonnés parce qu'on avait déjà affecté le moyen pour que sur toute l'étendue, sur nos 145 territoires, qu'il y ait quand même les travaux. Mais quand on leur avait demandé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, au niveau de ces territoires, on n'a pas vu des entreprises sérieuses. Oui, sérieuses. Et là, on continue encore. Mais vous nous consommez les temps. Selon leurs explications. Alors, quelles sont les clauses qui ont été arrêtées? Je crois que ça peut être entre le gouvernement et les partenaires avec qui nous avons collaboré pour qu'il y ait vraiment... Mais vous n'avez pas tous les temps devant vous, gouverner, c'est prévoir. Nous avons le temps
Nous avons le temps. Je vous dis toujours, et chaque fois quand vous m'invitez, celui qui sera en face de Félix Tshisekedi n'est pas encore né. Et donc, le 24 janvier, nous allons assister encore à la prestation. Deuxième prestation de serment de celui que j'appelle le président. Mais il semble que le programme de Mozito est plus consistant et plus réaliste que le vent que Tshisekedi est en train de... Non, moi j'aime. Moi, je ne cesserai jamais. C'est un programme musclé, hein, avec l'expérience. Je ne cesserai jamais de le dire. Je ne cesserai jamais de le dire. Mozito, c'est une grande personnalité. Et il était Premier ministre dans notre pays. Il peut encore être utile pour être à côté du président de la République, justement apporter cette intelligence et que cela soit bénéfique pour le peuple congolais. Mais dire que le président Mozito sera élu comme président de la République, non, ça c'est dormir debout. Et d'ailleurs, il sera le bienvenu en 2024. Nous tous, nous devons amener les énergies positives. Alors, aux côtés du président de la République pour la reconstruction de notre pays et surtout pour le développement de ce dernier. Et je ne pense pas que vous êtes en train de débaucher les gens sur mon plateau. Non, moi je ne débauche pas, mais ce que je vous dis. Retenez ce que je vous dis, celui qui sera en face de Félix Tshisekedi n'est pas encore. Merci. C'est peut-être après 2028. Merci. Parlons de la diplomatie avant de parler de la sécurité. Félix Tshisekedi a dit à un moment que le Congo était enclavé, la diplomatie était faible. Il fallait qu'il voyage, qu'il ait un peu donné un peu les tons à notre diplomatie aujourd'hui. Le Congo est considéré partout dans le monde. Et c'est votre lecture aussi, vous les gens du Nouvel Élan? Permettez-moi, cher Delphin, de revenir sur un ou deux arriérés, parce qu'il y a quand même un petit point, et puis on va aller dans la diplomatie et dans la sécurité, qui, comme vous le savez, est un de mes domaines d'expérience. Mais Adolphe Mozito, vous voyez, il est concret. Je regrette que, je remercie mon co-débatteur de saluer, n'est-ce pas, la haute personnalité qu'est Adolphe Mozito. Mais figurez-vous que Adolphe Mozito, lui, il ne fait pas des promesses, il dit des choses concrètes. Okay. Concrètement, Office des routes sera renommé Office des routes de désenclavement, rattaché au ministère de l'Agriculture, pour qu'il y ait une cohérence, n'est-ce pas, entre les bassins de production et l'évacuation des productions. Ça, c'est une chose. Vous avez parlé du BESECO. Adolphe Mozito, qui est un très grand expert des finances publiques, considère que le BESECO, c'est une charge budgétaire inutile. Et il a tout à fait raison. Inutile, et je le dis aujourd'hui aux Congolais, Adolphe Mozito, s'il est élu, et même s'il est dans une coalition, il proposera la dissolution du BESECO. Parce que ce bureau central de coordination n'a pas de raison d'être, c'est une charge budgétaire tout à fait inutile, puisque les ministères ont des administrations qui sont capables de lancer des appels d'offres. Donc il n'y a pas de raison que les administrations des ministères ne fassent pas leur travail. Donc vous voyez, c'est très concret avec Adolphe Mozito. Mais je sais que mon co-débatteur est président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, mais il est aussi une personnalité publique éminente, puisqu'il est lui-même président du conseil d'administration, n'est-ce pas, de l'OGFREM. C'est donc un spécialiste du transport. Et là, c'est à ce spécialiste qu'il est du transport que je lui ajoute que dans son programme, Adolphe Mozito va également repenser tous les transports au Congo. Comment? Eh bien, comme aux États-Unis, comme au Canada, il confiera au ministère des Transports la conception, la fabrication et la régularisation de toutes les voies de communication. N'est-ce pas? Et ça, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas dans beaucoup de pays du monde. C'est le ministère des Transports qui s'occupe de cela. Alors vous voyez que pourquoi le ministère des Transports le fait aux États-Unis ou même dans d'autres pays, c'est pour qu'il y ait justement une meilleure cohérence, une meilleure conception. Parce que quand vous faites sous la colonie, c'est la direction des ponts et chaussées qui l'a fait. Sous la colonie, la direction des ponts et chaussées, de la Direction générale des travaux publics, qui est devenue ministère des Travaux publics, l'aménagement du territoire, et aujourd'hui ITPR. Mais alors, on voit bien aujourd'hui que ce modèle colonial a vécu et ne peut pas être reproduit. Et ne peut pas être reproduit puisque nous savons tous que, nous le voyons sur le terrain, que l'Office des routes ne remplit pas ses missions avec satisfaction, ni l'OVD, pour l'Office des voiries et drainages. Je crois que tous les Congolais qui m'écoutent aujourd'hui, tous les Quinois, voient l'état des rivières de Kinshasa. Hein, toutes. Elles sont toutes dans un état de pollution très avancé et rien n'a été fait au cours du mandat du président Félix Tshisekedi pour dépolluer les rivières. Évidemment, il y a un gouverneur de province. Ce gouverneur de province, apparemment, bon, on l'a laissé faire et nous voyons que nous avons un problème avec les voiries et les drainages.
des rivières, le curage des rivières qui doit être une activité qui doit être permanente. Et je le dis à un spécialiste des transports, parce que l'OGEFREM, c'est quand même pas rien au Congo. Bon. Alors, ici, nous avons donc que le ministère des Transports, avec Adolphe Muzito, va coiffer tout ce qui a trait au transport. Ben, l'OGEFREM, d'ailleurs, l'OGEFREM est sous tutelle du ministère des Transports, je pense. Mais c'est vraiment le ministère qui va faire la conception et la fabrication, donc la construction. Parce que ça, il faut qu'il y ait une cohérence. Ça, c'est le pragmatisme de votre candidat. Ce sont des réformes concrètes. Parce que pour qu'on arrive à des résultats, il faut qu'on fasse des propositions. On ne peut pas se contenter de dire mon candidat a fait, il va continuer à faire, Tobet Amaboko, et ça va être formidable. Non. Hein, on doit vraiment régler le problème. D'ailleurs, je salue, parce que vous savez que mon co-débatteur salue Adolphe Muzito, et moi aussi, je voudrais à mon tour saluer aussi Félix Tshisekedi, qui a lancé mais tardivement, ce programme pour les routes secondaires dans Kinshasa. C'est ça, ça va dans la bonne direction. Ça va dans la bonne direction. Mais à côté de ça, regardez l'état des rivières. Qu'est-ce qui est fait pour les rivières? Il y a des bouteilles plastiques partout. Je voudrais que la Ligue des jeunes, je ne sais pas si c'est une proposition, bon, après les élections peut-être, parce que maintenant c'est trop tard, mais est-ce que le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS pourrait prendre quelques jeunes de l'UDPS et parcourir les rivières qu'il y a dans Kinshasa pour montrer du doigt au prochain gouvernement, regardez la pollution des bouteilles plastiques. Ça, ce sont des choses. Il faut faire la part des choses. Il y a quand même le premier citoyen d'entre nous, le gouverneur de la ville. Il a un gouvernement et c'est à lui de prendre les devants. Et nous allons avancer là-dessus. Donc je pense qu'il faut justement sur ces questions de voirie, de drainage, avoir une nouvelle politique. Évidemment, Adolphe Muzito, vous parlez du gouverneur. Adolphe Muzito, il a encore une proposition très forte. Parce qu'il est vrai que la décentralisation est inaboutie. Et maintenant, avec le programme électoral que nous avons, ça, nous allons voter à tous les niveaux. Donc nous allons élire les conseillers communaux, les conseillers de secteur. Et donc cette fois-ci, nous aurons des bourgmestres élus et non des bourgmestres qui sont inféodés à leurs parrains politiques et qui doivent rendre compte à leurs parrains politiques. Aujourd'hui, nous aurons des bourgmestres qui vont rendre compte à la population. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que dans cette dynamique, Adolphe Muzito propose une réforme des villes, une réforme des territoires. On a parlé du programme 145 territoires, mais Adolphe Muzito pense proposer qu'on passe à 210 territoires. 210 territoires, pourquoi? C'est pour rapprocher justement les administrés, parce que sous la colonie, un territoire, c'était 300 000 personnes. Il va aussi élever des quartiers, ici à Kinshasa, au rang de communes. 24 communes, vous voyez bien qu'on est à peu près 20 millions, c'est pas possible. On ne sait rien faire avec l'état civil dans ces situations. Donc il y a l'absence de l'État un peu. L'État, oui, l'état civil. Vous voyez bien qu'à Kinshasa, on ne comprend pas, au Congo, on ne comprend pas à quoi sert l'état civil. On pense que l'état civil, c'est pour enregistrer les mariages, les décès et les naissances. C'est pas ça du tout. C'est pour élaborer les politiques publiques avec les données statistiques. Je vais revenir vers vous parce que vous n'avez pas répondu à la question de la diplomatie, mais qu'il puisse répliquer un peu rapidement. Pensez-vous que ce que Muzito propose, c'est du cosmétique ou c'est du lourd pour aider quand même la nation? Non, c'est une proposition. C'est une proposition qui peut être aussi utilisée demain par le président de la République. On peut avoir sur les rapprochements, ça c'est une réalité politique. Et on ne peut pas nous attarder là-dessus. Peut-être que vous étiez distrait hein, pendant votre mandat, les propositions importantes, vous les mettez à côté, vous étiez plus dans les sensationnels. Hein. Si nous avons assisté à une gestion de responsables dans ce pays, c'est la gestion de Félix Tshisekedi, où tous les Congolais savent par où ils vont verser leurs problèmes. Les rapprochements, la proximité. Nous sommes les serviteurs de proximité. Vous comprenez? Je vois un président qui veut écouter son peuple. C'est en les écoutant où vous pouvez avoir des propositions. Parce que personne ne peut se dire que je suis surdoué en tout. Non, il faut éviter les nonsologues. C'est pas bon. Je sais que le professeur peut être calé dans tel domaine. Delphin, toi aussi, tu peux être bon dans tel domaine. Mais quand nous faisons un bloc, ça peut donner quelque chose qui va aider le pays à aller de l'avant. À l'entrée du jeu, je crois que le professeur a parlé de l'aspiration des dettes avec le programme de l'institution, des institutions de Bretton Woods. Je crois que ça a été un processus. Okay? Sous le Premier ministre Muzito, nous avons pu quand même achever les plans qu'on avait
Et aujourd'hui, on peut se bomber la poitrine en disant on n'a plus de dettes. Mais c'était tout un processus. Moi, personnellement, en tant que politique, je me dis, si nous réfléchissons froidement sur les questions qui concernent la nation, je crois qu'on peut, nous pouvons nous départir de nos appartenances politiques. Parce que le bien fondé de ce que nous faisons comme réflexion, c'est pour que ça trouve les gains à cette population qui nous suit à chaque moment, qui veut voir le nouveauté, qui veut vraiment vivre dans un environnement aussi approprié. Et je crois que ça ne sert à rien que chacun puisse camper dans son cas, or que tu as les idées, au lieu de les verser chez l'autre, qui est à la commande et qu'il se serve de ces idées pour que cela soit utile pour l'ensemble de notre peuple. Mais quand vous avez parlé de la diplomatie et la sécurité... Il n'a pas encore répondu à la question, comme ça vous... Oui, vous je lui réponds. Vous prenez la main, comme ça Non, c'est ça, on se complète. Oui. Je me rappelle quand j'étais en Chine, il y avait un professeur Ladvar qui nous formait. Et il nous a relaté l'histoire de la Chine. Comment ils se sont décidés de cultiver la terre de leurs ancêtres, étant donné qu'ils étaient aussi nombreux. Il n'y avait pas moyen, il n'y avait pas à manger. Quelle pouvait être l'alternative pour trouver la solution à ça? Mais il nous a dit toujours ce que Mao Zedong disait, on peut connaître le jour du début de la guerre, mais la fin, il n'y a personne qui peut s'imaginer. On peut se dire, cette guerre, je vais la finir pendant 2 jours, mais ça te prend 2 ans. Et à ce qui concerne la sécurité, je commence par là, vous comprendrez avec moi, parce que moi, je suis le président de la République à la lettre. Aussitôt entré, on vantait les chiffres de nos militaires. Ils sont 80 000, 60 000 et tout ça. Il s'est dit non, je vais aller rester à l'Est pour que je comprenne. C'est par là où il a découvert la loi de l'Omerta, où les gens détournaient en silence, ils pillaient en silence, et ils se sont fait l'argent, ces gens-là. Et nous avons assisté à la descente de l'inspecteur général de l'armée à son temps, pour essayer un peu de mettre la main sur certains militaires égarés selon la déontologie militaire. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que le président de la République a lancé l'appel aux Congolais. La mobilisation générale. Et l'ensemble de la jeunesse a répondu. C'est par ici où je dois encore louer cette détermination de la jeunesse qui se mit d'accord sur l'appel du président pour défendre l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui se sont enrôlés dans l'armée et on ne peut pas s'en passer sans pour autant les féliciter. Et si le président de la République hausse les tons, c'est par rapport à la formation et à la qualité de nos militaires que nous avons aujourd'hui. Et nous pouvons nous dire que nous avons notre armée capable de défendre l'intégrité de notre territoire. Mais à ce qui concerne la diplomatie, là, à moins qu'on soit des aveugles, même qu'on soit aveugle, mais nous avons les oreilles pour écouter. Le président de la République a été sur tout le front. Et sur le plan diplomatique, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, dans les concerts des nations, le Congo est valablement représenté par ses propres enfants. Quand vous parlez de ses propres enfants, vous dites qu'avant, le Congo n'était pas représenté par le vrai Congolais. Mais bien entendu, j'ai été aux États-Unis. Et quand on demandait les représentants du Congo, j'ai vu des Rwandais. Et des Rwandais, oui. Les Rwandais représentés? Oui. Avant Tshisekedi? Mais oui, avant Tshisekedi. Les Rwandais et des Rwandais. Ça, ce n'est pas le cas de l'UDPS, parce que je ne vois pas comment les Rwandais peuvent représenter la RDC. Quand vous considérez le cas d'Ocha, on n'est pas au Congo. C'est aux États-Unis. Ceux qui ont effectué des déplacements, ils vous diront. J'avais trouvé des Rwandais. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je connais la race en question. Je vécu avec eux, on se connaît, on est de même côté. Tu vois? Même si tu ne me parles pas, en les regardant, je sais que celui-ci, c'est un Rwandais. Et c'était ça. On était avec un ancien ambassadeur, le vieux Boulaïma Witenkate.
Ok? Et quand je lui ai demandé, mais vous êtes diplomate, qu'est-ce que il me dit, non, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous irez à l'ambassade, vous trouverez des Congolais, avec qui vous parlerez les lingala et tout, et il va vous faciliter tout ce qu'il faut. C'est ça la fierté. On devait commencer par quelque part. Vous prenez 32 ans de M. Mobutu, vous prenez 18 ans, 3 ans de Kabila, les pères, vous prenez 18 ans de M. Kabila, les fils. 54 ans. Que je peux dire, 54 ans, mais pas de perdition, mais de... Des problèmes. De la confusion. Ok. Ok? Maintenant, remettre les choses sur les rails, ce n'est pas... Donc, Tshisekedi a quand même ravivé la diplomatie, il a quand même amené ça tout. Non, sur le plan diplomatique, je ne sais pas si on peut avoir quelqu'un qui peut en douter, mais le président était à la hauteur sur ce deux plans-là. Tellement que c'était votre question, et je devais répondre. Merci. Comme ça. Alors, au professeur Ngoulou, porte-parole du candidat Mouzitou, est-ce ceux qui disent que le voyage de Tshisekedi, c'était des voyages vides, c'est un nouveau Magellan, il n'a pas ravivé la diplomatie, il a fait une mauvaise diplomatie. Aujourd'hui, le Congo est dans des problèmes pour ces tâtonnements. Est-ce qu'ils ont raison? Merci Delphin. Vous aviez d'abord parlé de sécurité et puis diplomatie. Ouais, Donc, laissez pointer du doigt un peu des vraies réalités. Vous savez, une campagne électorale, c'est aussi l'occasion pour la population et pour les autres candidats de dire au candidat qui est au pouvoir, qui se représente, dit monsieur, c'est bien, vous êtes Congolais, vous avez le droit de vous représenter, mais regardez ici. Vous voyez bien que là, il y a ceci qui ne va pas. Donc, est-ce que vous avez l'intention de corriger ça? Il y a d'autres personnes qui portent leur candidature pour corriger. Quand j'étais jeune, quand le président Félix Tshisekedi était jeune, parce que nous nous connaissons depuis notre jeunesse, quand le président Félix, qui est de ma génération, de mon âge, et moi étions jeunes, il y avait dans Kinshasa des patrouilles de police dans toutes les communes. Et ça s'appelait la brigade mobile. Et la brigade mobile circulait dans toutes les communes avec des longues voitures américaines qu'on appelait des Nova. Et vous aviez partout des voitures stationnées ou en mouvement pour contrôler le trafic. Et puis la nuit, pour sécuriser certaines zones. Aujourd'hui, on ne voit pas à Kinshasa de patrouille de police. Jamais. On voit des policiers de roulage qui font la circulation, encore que pas partout et pas tout le temps, parce que nous avons des embouteillages monstrueux. Mais vous remarquez, tout le monde remarque, dans les quartiers chauds, dans les quartiers à problème, le nombre de gens qui se font voler leur téléphone, voler leurs chaussures, etc., simplement parce qu'il n'y a pas de patrouille de police, c'est inimaginable. Et ça, il faut absolument qu'on le pose. Et Adolphe Mozito, quand il arrivera aux affaires, il proposera justement qu'on reprenne pour qu'il y ait une véritable sécurité à Kinshasa. Mais vous avez suivi, il y a quelques mois encore, il y a eu tout un procès avec des gens qui enlevaient des gens dans les taxis. Vous avez suivi tout ça. Les kidnappeurs. Voilà, des kidnappeurs. Et vous avez vu que chaque Congolais constate qu'il n'y a pas de patrouille de police. Il n'y a pas de patrouille de police pour faire la sécurité dans Kinshasa, dans les grandes villes du pays. Mais on achètera 700, 800 jeeps palissades pour les parlementaires et certains hauts fonctionnaires, etc., membres du gouvernement, alors qu'on pouvait acheter, je pense qu'avec 100, avec 700, je crois qu'on avait déjà couvert la capitale en voiture de police. On aurait déjà couvert la capitale, on aurait déjà renforcé la sécurité de nuit dans la capitale avec l'argent. Et puis, vous avez remarqué que tous ces députés à qui on a offert de donner des jeeps, eh bien, ils les ont revendus le lendemain. 2 fois moins cher. Des jeeps qui valent 100 000. Mais c'est une pratique parlementaire. Tshisekedi n'est pas le premier. Oui, mais non, mais moi, je vous donne des choses concrètes, parce que pendant ce temps-là, les Congolais souffrent. Pendant ce temps-là, les Congolais se font agresser dans la rue. Donc, il faut que quelqu'un, et Adolphe Mozito le propose, il faut une sécurité. Et pour ça, il faut donner des moyens à la police. Des moyens de circulation, de prévention. Il faut une mobilité policière, une présence policière. Revenons Je vous arrache maintenant... la parole 5 minutes. S'il vous plaît, M. Chamis Mokoton, vous êtes de l'UDPS, le ministre de l'Intérieur a toujours été de l'UDPS. Êtes-vous incapable d'assurer la sécurité des Congolais? Depuis le début de votre mandat, c'est toujours l'UDPS. Hein? Bon, moi je peux dire, il y a certains points où nous pouvons converger ensemble. Moi, j'aime être patriote, ok? Ok. La ville a quand même des recettes. Cette ville ici, elle génère aussi beaucoup de moyens. Je suis contre
la gestion de cette ville. Personnellement. Nous avons le gouvernorat, donc le gouvernement provincial et leur gouverneur, ils ont failli à leur mission. On ne peut pas comprendre. La ville, elle est trop sale, trop sale. Nous avons des députés provinciaux qui se sont ligués dans une dynamique où ils doivent partager l'argent que le gouvernement central donnait. Dynamique mobile. Voilà. Et ils se partagent. Nous avons assisté à des ONG à travers la ville. Ce sont les ONG des députés provinciaux pour protéger un gouverneur. Mais ce que nous subissons et ce que le président subit, c'est parce que ils s'abusent et ils sont en train d'abuser la bonne foi du président de la République. Je dis plus jamais ça. Plus jamais ça. Mais quand on parle, on veut faire l'allusion de ce qu'on a donné à nos députés. Les palissades, on non, des véhicules de policiers pour sécuriser quand même la ville. Nos députés méritent quand même un traitement. J'étais en Belgique, je suis allé chercher un député. Mais c'est Daofla aussi, c'est comme ça. Je voulais un peu m'enquérir de leurs revenus. Mais ils sont au-delà des 100 000. Vous prenez ils sont au-delà des 100 000. Donc le Congo n'est pas... C'est pas un pays qui paye mieux le... Non, ils sont au-delà des 100 000 par mois. 100 000. Chez lui, il semble que c'est 21 000. Je ne sais pas. Je ne sais pas avec ces 21 000. Donc, je voulais juste ouvrir une brèche pour dire nos représentants aussi méritent quand même un traitement. Parce que ça, c'est le moyen de transport. De la même manière, aussi, nos policiers et les soldats... Non, je voulais intervenir. Maintenant, ce qui concerne l'insécurité. 5 secondes. La proposition, elle est bonne. C'est ce que je vous dis, on doit toujours commencer par quelque part. OK? Les deuxièmes mandats du président de la République, moi, je compte et je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup. Et ne croyez pas que le président de la République, parce qu'il est élu président, il doit prendre des décisions, va-qui-va-qui. Non. Il faut que ça soit réglementé. Et puis, il faut que ça respecte la loi. Merci. Un président doit avoir d'abord une majorité. Si tu n'as pas de majorité, il faut faire des alliances. Et en faisant des alliances, il y a aussi des concessions que tu dois faire. Merci. Donc là, c'est un peu compliqué. Merci. Et je ne sais pas moi si le professeur va me contredire. L'affaire des quotas. Alors, la question de la diplomatie et sécurité, c'était ça la question. Alors, je dois vous rappeler, cher Delphin, que la diplomatie est également un de mes domaines de compétences. Parce que, à partir de fin 2011-2012, j'étais conseiller politique du ministre des Affaires étrangères. Et c'est à ce titre que j'ai eu à voyager dans le monde entier et, pour superviser un certain nombre de processus avec le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et alors, il semble que vous avez même assisté à un accord avec le M23, vous connaissez bien ces nous avons géré l'affaire, nous avons tellement bien géré l'affaire que nous avions neutralisé et désarmé le M23 et enfermé dans des camps au Rwanda et en Ouganda. Donc une bonne diplomatie, c'est nécessaire. Alors je vais vous dire, le problème est lequel. Après avoir justement fait ce passage aux affaires étrangères, j'ai été nommé coordonnateur adjoint de l'accord cadre, de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba au mécanisme national de suivi. Et donc, je pense être un très bon spécialiste de la problématique dans l'Est. Mais vous savez, c'est comme toujours, les gens qui savent, ou les gens qui ont initié quelque chose, ou les gens qui ont commencé, ou les gens qui ont l'expérience, en général, on veut s'en débarrasser. Et on s'en débarrasse, et puis quand on s'en débarrasse, on met des gens qui ont moins de compétences et moins de connaissances. Vous savez, à notre époque, nous avions obtenu, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Raymond Tshibanda, avait obtenu la mise en place d'une brigade de la MONUSCO pour justement contribuer à l'éradication des groupes armés. Mais à mon grand étonnement, avec la diplomatie sous Félix Tshisekedi, on a régionalisé cette force et c'était ça l'erreur. En régionalisant les forces pour justement placer sous le contrôle des pays de la région, on leur dit donnez-nous des armes, donnez-nous des troupes et venez voir. Vous avez vu la catastrophe qui en est suivie. Le AC, et puis le Kenya, et puis les Tanzaniens ont été finalement pris de partir au bout de même pas 6 mois. Donc ça, ce sont, excusez-moi, mais ce sont des erreurs diplomatiques parce que... Des déchets diplomatiques. Non, des erreurs, parce qu'il y a quand même des gens, vous savez, en Europe, aux États-Unis, partout, même dans certains pays africains,
Les gens qui sont passés par là, on les consulte de temps en temps. Hein, on les consulte et on leur dit, mais oui, mais est-ce que vous pensez que... Alors je leur aurais dit tout de suite, je dis, mais non, vous ne pouvez pas régionaliser cette force parce que vous allez avoir des problèmes. Il semble que vous et Raymond Tchibanda, à l'époque, vous avez vendu le pays, vous avez signé un accord qui dérange la nation aujourd'hui en donnant trop d'espoir au M23, qui pouvait avoir nos terres, brassage dans notre armée, tout ça, c'est vous et Raymond Tchibanda. Aujourd'hui, vous n'avez pas de leçons quand même à donner au régime Tshisekedi. Mais vous m'étonnez, cher Delphin. Mais sous Joseph Kabila, avec Raymond Tchibanda comme ministre des Affaires étrangères et moi comme conseiller politique, mais nous avons neutralisé le M23 enfermé dans des camps. Donc comment on aurait pu signer des accords pour que le M23 continue à agir alors que le M23... Mais le M23 s'est réveillé il y a 10 ans après, maintenant. Et pourquoi il s'est réveillé? Il faut poser la question. Il semble qu'on vous avait conditionné. Mais non, le M23... C'est un peu du troc, donnant. Le M23... une paix négociée nous avons au détriment de la nation. Neutralisé le M23 pendant 10 ans. Toutes les autorités du M23 de l'époque me connaissent très bien. Mais... vous voyez qu'aujourd'hui, c'est reparti. Pourquoi c'est reparti? Parce qu'il y a un accord cadre d'Addis Abeba qui a été signé, figurez-vous, par beaucoup de pays d'Europe, beaucoup de pays d'Amérique, la Banque mondiale, les Nations unies, des pays africains. Pourquoi? Pour justement faire en sorte qu'il y ait un climat propice dans la sous-région pour travailler dans le cadre de partenariat. Nous avons la CPGL, nous avons avec nos frères ici la petite communauté, la petite qu'on oublie toujours, la communauté des États, des Grands Lacs. Là. Alors, bon, oui, la CPGL, et puis il y a encore l'autre là avec nous et le Rwanda, j'oublie le nom. Alors, vous savez, nous devons travailler en voisinage, mais pas n'importe comment et pas à n'importe quel prix. Alors, ce à quoi nous avons assisté, c'est il faut quand même qu'on le dise, il faut des fois appeler les spécialistes, il faut appeler les experts, les consulter. Monsieur, vous avez occupé telle fonction, qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela? On va vous donner, vous transmettre. On vous a ignoré, aujourd'hui le pays s'est écarté en allant dans cet angle-là de la diplomatie. Oui, vous avez vu aujourd'hui, attendez, je voudrais terminer par là parce qu'il y a des choses qui sont très graves qui se passent en ce moment. Oui, il se passe en ce moment. Vous avez vu l'échange entre la RDC actuellement et le président kényan, le rappel des ambassadeurs en pleine campagne électorale, ça ne fait pas bon, ce n'est pas bien. Vous savez, la diplomatie, il faut toujours raison garder en diplomatie. Et puis, dans une campagne électorale, vous savez, on peut très vite sombrer ou bien verser dans la démagogie parce qu'on veut séduire l'électorat et puis on se laisse emporter par des phrases. Mais quand les Kenyans acceptent que Corneille Nangaa et le piètre Messiela Bissimois aillent se réunir là-bas au détriment de la RDC, pensez-vous que nous pouvons garder de bonnes relations avec les Kenyans qui logent nos ennemis? Mais vous pouvez rappeler l'ambassadeur en consultation, mais vous devez éviter, n'est-ce pas, de lancer des menaces qui peuvent être mal interprétées, parce que nous sommes membres de l'EAC, vous savez. Donc quand vous avez signé un traité, il y a quand même des limites et il y a des choses à respecter. Merci. Une réaction rapide à M. Amis Makutano, votre co-débatteur. Il est pour beaucoup pour cet accord avec le M23 et autres. Mais pourquoi vous, Tshisekedi, vous montrez un peu de l'amateurisme dans vos décisions, sans même consulter les gens qui maîtrisent l'affaire, et vous heurtez aujourd'hui le pays à des problèmes pour votre manque de maîtrise. Hein. Bon, je sens la détermination et surtout l'intelligence du prof, mais qu'il accepte sur ce plateau qui m'a choqué. Ok. En état congolais, je ne pense pas qu'on peut prendre ce problème sur cet angle. C'est une déception. Et qui était avec le M23, et après avoir lu l'accord qu'il y a eu entre le M23 et le gouvernement congolais à l'époque, il faut comprendre que le ministre des Affaires étrangères ou le prof était conseiller politique, ils ont vendu le pays. Vous dites Ils ont vendu le pays.
Il y a eu 10 ans de paix. Est-ce que je peux vous dire? Voilà, merci de l'avoir rappelé. Il y a eu 10 ans de paix. À quel prix? Dans l'accord. Ok. Ils ont laissé la gestion de ce territoire entre le mai du 1-23. Nous sommes en train d'assister à des défections, non? C'est le fruit du prof et les ministres. Raymond Tchibanda. Raymond Tchibanda. Et les Mwangatchouk. Les défections, les Mwangatchouk et les restes. Ok. Les défections, les trahisons qu'il y a dans l'armée, l'infiltration, c'est le fruit du travail du prof et son ministre de l'époque. Comment vous pouvez vous imaginer que le Congo, notre pays, nous sommes dans des organisations, les professeurs viennent de faire allusion à ça. Mais quand les Kenyans prennent la décision de donner les cadres au vu et au su de tout le monde, d'une création de la rébellion qui va attaquer la République démocratique du Congo, ce pays n'avait pas consulté les documents pour savoir que non, nous étions dans une organisation. Mais les Kenyans, c'est un pays souverain. Bien entendu. Il ne faut pas donner les dictats. Dans les accords de pays, on dit tout celui qui va soutenir quelqu'un qui va prendre les armes pour attaquer l'autre. Ok. Il n'y a pas cet accord qui accepte ça. C'est ce titre que vous avez rappelé. Vous comprenez? Votre on a des collaborations. Nous avons des relations entre nous deux, mais l'autre prend le couteau pour vous poignarder derrière le dos. La seule des choses, c'est d'en tirer toutes les conséquences possibles et de prendre les mesures idoines. Et le Congo n'a pas péché. Nous avons rappelé notre ambassadeur tout en comprenant que les amis avec qui nous sommes dans l'organisation, ils ne sont pas sincères vis-à-vis de nous. Parce que si c'était le Congo qui formait cette milice et qu'on voie un opposant, soi-disant opposant, un opposant de carré minier, qui sort de son silence, c'est un opposant de carré minier. C'est un opposant de carré minier. C'est un fistré. C'est un criminel. Les gens qui se sont octroyés la terre de la République démocratique du Congo à leur propre fin, c'est un criminel. Mais c'est celui qui vous a donné le pouvoir. C'est celui qui vous a donné le pouvoir. Il était dans le rouage de l'accord. Aujourd'hui, vous crachez sur lui. Il semble que vous n'êtes pas reconnaissant. J'ai fait ma parenthèse. En tant que en tant qu'historien du présent, vous êtes déçu. Même les jours où il prétendait parler de la réalité, qu'est-ce qu'il a dit? L'accord existe bel et bien. C'était l'accord de la gestion. Le président est sorti sans une majorité. Et la Constitution les reconnaît. Il faut faire des concessions. Et c'est ce qu'on a fait. On a ratissé large pour que les autres viennent avec leur représentation nationale, leur représentation, pour que nous puissions composer un gouvernement qui va nous aider à gérer. Mais quand le professeur vous dit, là, vous avez fauté, c'est d'accepter d'aller dans l'EAC du moment que Raymond Tchibanda à l'époque, il y avait une décision pour que les autres nous aident. Et aujourd'hui, cette histoire a tourné contre vous parce que vous étiez désorgueillé, vous n'avez pas voulu aller consulter. Nous n'avons pas été désorgueillés. Aussitôt arrivés au pouvoir, nous avons compris que c'est avec la paix que nous pouvons construire notre nation. Et le président, en tant que patriote, il s'est fixé l'objectif d'aller voir tout le monde, là, tous les 9 pays voisins, pour que nous puissions parler le même langage. Et qu'on regarde dans la même direction pour le développement de l'Afrique, sur la zone où nous évoluons tous. Ce n'était pas une faiblesse. Donc c'était sa bonne volonté. C'était une bonne volonté et c'était aussi une manière de voir aussi les choses. Et c'est ça. Et si nous, en tant que Congolais, nous n'arrivons pas à nous définir pour décourager les mâles et dire que même si nous pouvons avoir des divergences entre nous, ce sont des divergences politiques, mais nous resterons des Congolais. Voilà. Plus unis, plus forts, plus prospères, c'est avec Félix Antoine Tshisekedi. Mais hier, j'ai suivi le président.
qui a rejoint une fois de plus l'idée de votre candidat, Mouzitou numéro 23, de faire la guerre. 24. 24, mes excuses, de faire la guerre, d'attaquer le Rwanda, de réunir même le déchambres en congrès. Est-ce où la RDC maintenant a des moyens qu'il faut pour engager une guerre? Juste une petite précision, je ne peux pas laisser dire à mon co-débatteur que le gouvernement congolais à l'époque de Joseph Kabila avec Raymond Tshibanda aux affaires étrangères a jamais signé un quelconque accord avec le M23. C'est faux, ça n'a jamais existé. Tel accord, si vous le lisez dans les médias ou dans les réseaux sociaux, ce sont des faux. Parce que l'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas été signé avec le M23. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé sous l'égide des Nations Unies par les bailleurs de fonds de la République démocratique du Congo, les États-Unis, l'Union européenne, etc., et divers chefs d'État africains, pour justement donner à la République démocratique du Congo les moyens de mener une bonne politique de voisinage régional, avec notamment une promesse de don de 1 milliard de dollars qui avait été faite à l'époque par le président de la Banque mondiale, qui était un Coréen à l'époque où il y avait Ban Ki-moon qui était secrétaire. On n'avait pas donné des carrés miniers un peu la province au Mwangasou sur les Rwandais pour qu'ils fassent un semblant de paix. Non, ça n'a pas de sens. Reprenons les choses comme elles sont. C'est l'AFDL qui est venu avec l'appui des forces rwandaises. Ensuite, on a bien vu que l'AFDL est tombée dans ce pays. Et nous, si nous déplorons aujourd'hui dans ce pays l'infiltration des forces de notre armée par des sujets rwandais à certains niveaux de commandement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça, nous saluons aussi le fait que nous avons suivi que maintenant, nous avons vu qu'on est en train d'essayer de contrôler un peu tous ces militaires qui viennent de gauche et de droite, dont on ne connaît pas très bien les origines. Mais il ne faut pas dire que le gouvernement congolais a jamais signé quoi que ce soit avec le M23, parce que c'est faux. Au contraire, nous avons désarmé pendant 10 ans. Alors, la décision de faire la guerre contre le Rwanda, une bonne décision, une décision tardive, où la RDC maintenant a des moyens. Adolphe Muzito, le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, a été le premier, il y a 6 mois je pense, à dire qu'il fallait prendre le taureau par les cornes et avoir une politique défensive solide par rapport au Rwanda. Et il a été le premier à dire que s'il était élu, eh bien, il envisageait de faire la guerre au Rwanda si il n'y avait pas, n'est-ce pas, d'amélioration substantielle sur le terrain dans le cadre de négociations. Et il a même envisagé la construction d'un mur. Et comme me le dit mon co-débatteur, Félix Tshisekedi a repris cette idée de construction d'un mur et de faire la guerre. Mais cependant, ce que je regrette, en tant que spécialiste aussi des relations internationales, en tant que diplomate, j'ai été diplomate, donc enfin, j'ai exercé des fonctions à caractère diplomatique. Je pense que ce n'est pas dans un meeting de campagne électorale qu'on peut déclarer la guerre à un État voisin. Je pense que c'est... Je peux comprendre l'enthousiasme, je peux comprendre qu'on veuille séduire... C'est du populisme. C'est électoral, mais ça peut s'apparenter, sinon à du populisme, à de la démagogie, parce que la guerre est une affaire sérieuse. Okay. La guerre est une affaire sérieuse. Donc là, je donne quand même un mauvais point à l'actuel président de la République. Je pense que ce n'était pas à l'occasion de ce meeting qu'il aurait dû prendre des décisions comme ça. Vous savez, sous la pression de la foule. Vous avez une foule qui attend des nouvelles. C'est dangereux. Par contre, en tant que chef d'État... Mais quand le président dit, même à pied, on peut aller au Rwanda, on n'a pas besoin d'avoir la logistique aérienne. Oui, mais vous savez, vous connaissez les conditions de déclaration d'une guerre, vous les connaissez. Il a dit à la population qu'il a envisagé de réunir les deux chambres en congrès pour faire une déclaration de guerre au Rwanda. Mais je pense que la population à ce moment-là n'est pas son interlocuteur. En tant que président, pas le bon interlocuteur, en tant que président de la République, parce qu'il est toujours en fonction, je pense que Félix Tshisekedi aurait dû convoquer le représentant de l'Union africaine, n'est-ce pas? Le représentant de l'Union africaine, et de lui faire part de ses préoccupations sur les déclarations qui ont été faites par M. Corneille Nangaa, associé à l'image avec un membre du M23, et il aurait dû saisir d'abord le président de l'Union africaine. Le président de l'Union africaine aurait alors à ce moment-là convoqué les pays du voisinage, peut-être même très rapidement. La campagne s'est achevée. Je crois que maintenant, le président Félix Tshisekedi attend les résultats comme tout le monde. Donc il est disposé, il est disposé pendant une quinzaine de jours
je pense au moins, à se rendre dans l'une ou l'autre échange. Donc il fallait plutôt, en tant que président de la République, mais pas en tant que candidat. Un candidat ne déclare pas la guerre, hein, s'il vous plaît. Un candidat ne déclare pas la guerre. C'est un président de la République qui le fait solennellement en congrès. Donc là, mauvais point. Donc il devait saisir l'Union africaine, et l'Union africaine aurait demandé des explications pendant Ruto, aurait convoqué un sommet des chefs d'État de la sous-région, dans lequel il aurait pu vider son sac. Merci, monsieur Léon Ngoulou, mais il semble que l'Union africaine, c'est bien ce qui se passe en République démocratique du Congo, hein, parce que nous avons assez perdu les hommes. Alors, monsieur Amissi Makutano, une fois de plus, l'amateurisme de votre champion, en écoutant monsieur Léon Ngoulou, porte-parole de Mouzitou, le chef de l'État s'est trompé de l'endroit où il pouvait déclarer la guerre au Rwanda, au moment que vous-même, vous n'êtes pas assez sûr. Hein, la guerre, on sait quand est-ce qu'elle peut commencer, mais c'est terrible. Moi, je comprends même les temps qu'utilisent les profs. Il dit toujours, il aurait. Mais je ne pense pas que le président devait se référer de ce que pense le professeur. Non. Il parle de ce que lui-même fonde sa conviction. Je me demandais, quand les professeurs parlent, souvent peut-être les professeurs ne vivent pas en République démocratique du Congo. Au préalable, il fallait d'abord informer le président de l'Union africaine. Je crois que quand ces gens-là ont créé les rébellions, ils ne se sont pas adressés à l'Union africaine. Ok. Ils ont créé la rébellion contre le Congo. Et on sait bien, quand on crée la rébellion, il y a le sang qui va couler. On va tuer les Congolais. Quelle sera l'attitude d'un responsable? Un homme de paix devait choisir le voie de paix au lieu d'aller... Ça se dit toujours, celui qui veut la paix prépare la guerre. Ok. Ce n'est pas pour rien le président de la République ou le gouvernement de la République a mis le moyen pour la formation de ces hommes. C'est pour défendre l'intégrité du territoire national. Parce que quand on leur avait accordé l'espace pour qu'ils adressent un mot, on a voulu que le Congo soit informé. Que ce soit les professeurs, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit le président de la République. Pour nous dire que nous allons venir vous attaquer. Parce que vous nous avez ravi les carrés miniers, parce que vous ne voulez pas que nous puissions exploiter chez vous, et nous viendrons. Et Bissi m'a dit, Tshisekedi ne respecte pas les accords. Ouais. Et maintenant, nous, étant donné que nous sommes des enfants dociles, nous sommes les restés pour le compte, nous devons suivre ce que disent les autres. Non. Nous sommes un pays, nous sommes un peuple. Et nous devons nous considérer comme ainsi. Mais quand Tshisekedi dit que si seulement aujourd'hui, on tue même un Congolais, même demain, il peut convoquer les deux chambres en congrès et puis lancer une guerre, est-ce que Tshisekedi ne vend pas du vent aux Congolais? Moi, je dois vous dire, monsieur Delphin, la guerre ne se fait pas avec les émotions. J'ai suivi les professeurs. Ce n'est pas une question d'émotion. Mais retenons que la Constitution nous dit que le seul, c'est le président de la République, qui reste en fonction jusqu'à... Même comme il est candidat là, il est toujours président. Vous comprenez? Il allait même interdire sa campagne ici pour aller représenter les pays aux Émirats là-bas. Mais c'est par rapport au drame qu'il y a eu au Congo central, qui n'est plus allé, il a compati avec sa population. C'est pour dire que nous avons le devoir sacré de protéger ce qui nous appartient, quels que soient nos bords politiques. On ne peut pas accepter les gens qui viennent nous embrasser à chaque moment, or que ce sont eux qui nous poignardent derrière le dos. Les Kenyans qui s'autorisent à offrir un cadre à des rebelles, une nouvelle rébellion en coalition avec un autre rebelle, ils s'affichent, donc ça devient les deux. Pour dire que nous allons attaquer la République démocratique du Congo,
Et pour nous, nous devons rester procédural pour dire non, il fallait écrire à l'Union africaine. Merci. Moi, je pense que ça sera une faiblesse de notre part. Nous sommes un pays et nous devons répondre. Est-ce que nous avons suffisamment la logistique pour faire... Est-ce que nous avons les avions? Récemment, j'étais avec Iber Kabaskov qui me disait, on n'a même pas 3 avions. On n'a même pas 3 avions. Aujourd'hui, la guerre s'est fait... on n'a pas les avions, on n'a rien. Comment faire? Moi, je comprends que vous me provoquez. À chaque fois que je suis avec vous sur le plateau, vous citez toujours les Kabaskov. Laisse-lui souffrir avec le froid. Qu'il soit tranquille. Il va revenir peut-être après 30 ans. Je sais. Laisse-lui tranquille. Vous l'avez forcé en exil. Alors, merci. Nous chutons avec ces sujets. Le sujet qui concerne les élections, c'est important parce que j'ai suivi le ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas le moindre, hein, un homme qui est censé avoir les informations de la République, qui dit l'un des candidats, Moïse Katumbi, complote avec les étrangers pour... infiltrer ou soit déranger notre système, déranger la CENI pour avoir ses résultats. Vous avez un candidat président de la République, Mouzitou. Quand Jean-Pierre Bemba vous dit cela, ça vous inquiète qu'on n'aura pas les élections transparentes, apaisées. À tout moment, on peut déranger la CENI? Vous savez, pendant une campagne électorale, la population, les citoyens, les Congolais attendent des propositions, des propositions de réforme, des projets. Des mesures qui vont soulager leur souffrance. Et je regrette personnellement que cette campagne est versée dans la stigmatisation d'un des candidats, en l'occurrence Moïse Katumbi. Mais écoutez, qu'on soit un peu sérieux. Moïse Katumbi a été aligné par la CENI. Donc je pense que si la CENI l'a aligné, c'est que les documents qu'il a présentés faisaient foi. Et je me souviens encore du président Félix Tshisekedi, il y a quelque temps, qui avait dit que ce monsieur a été gouverneur de province, ce monsieur a travaillé ici, donc ce monsieur est congolais, qu'on ne me dise pas le contraire. Alors je m'étonne que durant la campagne, on apprend qu'il a un passeport zambien, que des candidats ou si vous voulez... Non, il y a un opposant zambien qui a écrit une lettre en... Vous savez... C'est une source, c'est une source. Mais vous êtes journaliste, vous savez que moi aussi j'ai été journaliste, je suis spécialiste de communication comme vous aussi, mais vous savez très bien que si vous regardez tout ce qui passe dans les médias, si vous ne savez pas trier le bon grain de livret, vous n'allez jamais vous en sortir. Mais Jean-Pierre Bemba l'a dit, on suppose qu'il a... Non, je pense qu'à partir du moment où la CENI a retenu la candidature, d'ailleurs vous avez vu que le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, ne s'exprime pas là-dessus, il fait des propositions aux Congolais, des propositions concrètes, des propositions de gouvernement pour changer leur vie. Et il n'a pas passé sa campagne à dire oui mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Mais la CENI l'a mis là, mais il n'aurait pas dû parce qu'en fait il est zambien. Non, écoutez, je pense qu'il faut raison garder, il faut faire preuve de maturité politique, il faut laisser les Congolais faire leur choix et je pense que... La question de déranger les centrales, notre centrale CENI, semble que l'un des candidats a payé des Russes pour essayer un peu de déranger notre système électoral. Ça ne vous inquiète pas parce que vous avez un candidat. Si un candidat comme ça, il n'est pas dangereux, ce n'est pas un candidat des étrangers. Mais dans une campagne électorale, ça sert à quoi une campagne électorale? Une campagne électorale, ça sert à montrer, à présenter un programme à la population, pas à faire des spéculations. S'il s'avère par la suite que Moïse Katumbi a des accointances avec ceci ou cela, mais ça, la justice le verra ou s'en saisira le moment venu. Mais pour le moment, vous voyez bien que demain nous votons, et puis c'est tout. Je pense que cette campagne... D'ailleurs, je reproche vraiment, le petit reproche que je fais à la campagne autour du président de la République, Félix Tshisekedi, et même aussi à Moïse Katumbi, je le dis, je pense qu'ils ont passé l'essentiel de la campagne à se disputer. Oui, à se chamailler, comme dit Adolphe Mouzitou. Il dit non, mais moi je ne viens pas me chamailler avec les autres candidats. Moi je viens faire des propositions concrètes. Vous avez vu comment Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi se sont par meeting et avec Jean-Pierre Bemba, et se sont tous... Mais quand on fait des révélations pour outiller les Congolais, qui a un candidat dangereux, qui n'est pas... Congolais, un candidat des étrangers, voilà les gens qui sont derrière lui. Vous pensez que ces informations, c'était à négliger pour l'électorat? Mais la République démocratique du Congo est censée avoir une administration sécuritaire, donc une administration policière. Nous avons une agence de renseignement, nous avons une police nationale,
nous avons des cours et tribunaux. Si Moïse Katumbi a réussi à traverser toutes les étapes pour que la CENI retienne sa candidature, d'ailleurs avec le soutien explicite de Félix Tshisekedi, on entend quand même tout ce que Félix Tshisekedi a dit. Il a dit que c'est un homme responsable, c'est quelqu'un de bien. Moi, il a dit beaucoup de bien de lui à un moment donné. Et puis maintenant, tout à coup, oui, mais c'est le candidat de l'étranger. Bon, ok, si c'est le candidat de l'étranger, ben alors on va voter pour qui? Merci. Alors on va voter pour un ancien Premier ministre dont tout le monde sait qu'il est bien congolais, c'est Adolphe Muzito, le candidat numéro 24. Merci. Je vais revenir vers vous pour le mot de la fin, M. Amis Makutano, par rapport à cette question. Pourquoi vous avez si peur plutôt du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, l'homme qui incarne les changements, l'homme qui est plus pragmatique, qui pense terminer la guerre dans 6 mois. Mais pourquoi sa personne vous dérange, l'UDPS? Nous sommes les créateurs. Et en aucune fois, nous pouvons avoir crainte de notre créature. Vous avez trouvé Katumbi dans la gestion. Katumbi ne peut pas être votre créature. Si on veut évoquer cette problématique de la gestion, je préfère peut-être avoir une émission complète. Quand on dit c'est un ancien, il a géré quoi? Moi, je n'ai aucun pays où je peux me prévaloir pour être congolais. C'est seulement le Congo. Katumbi n'est pas congolais. Selon vous? Non, il n'est pas congolais. La CENI, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle et la CENI ne donnent pas la congolité aux gens. Ça, il faut qu'on se le dise. Ils ont vérifié les documents. Si ce sont les dossiers, tous les documents. Non, si ce sont des dossiers politiques, là j'adhère. Katumbi n'est pas congolais. Lui-même, il avoue, il est là, sur son truc là de l'eau là. Mon père, quand il a quitté les Grecs là-bas, c'est un vendeur de poissons. Mais à cause des miettes, nous avons vendu l'âme. À cause de l'argent, les Congolais ont perdu leur sens. C'est pas normal. Où est-ce que nous amenons la prophétie de Lumumba quand il disait que l'histoire du Congo sera écrite par des Congolais? Mais nous commençons à falsifier l'histoire du Congo. Katumbi n'est pas congolais. C'est un juif grec là-bas. On le voit, il part à la tombe de son père avec ses grands-parents. Mais arrivé au Congo, il y a des Congolais qui veulent même se molester à cause de Katumbi. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais il a entouré des Congolais, des non, de Matata, de Sekikouni et tous ces gens-là. Les Sessanga, ils sont derrière Katumbi, des gens intelligents. C'est une honte, mon frère. C'est une honte. Okay. Quand un Congolais est acheté au prix des cacahuètes, même si on vous donne 1 million, c'est quoi? Des gens qui sont derrière Katumbi sont achetés. Je vous dis. Le Matata Pogno ici nous a bouché les oreilles pour dire j'ai un plan pour le Congo. Et d'ailleurs, il devait répondre pour les Bukangalos. C'est au mois de mars. Oui, il doit répondre. Ça, c'est de jouer contre le patrimoine de tous les Congolais. Comment moi, je suis chez nous, je peux me chamailler avec un étranger? Et on commence à lui donner des privilèges. Katumbi. C'est un étranger. C'est un étranger. Il n'est pas congolais. Merci. Je pense que nous allons terminer cette émission. Mozi tout dit, vous avez passé votre temps à se chamailler au lieu de présenter des projets de société qui va séduire vos électeurs. Alors, mais Delphin, quand vous dites que nous avons passé notre temps, non, ça ce sont les dires. Et je comprends quand le pauvre part. Il est dans la peau d'un opposant. Un opposant républicain. Félix Tshisekedi, lui-même, c'est un bilan de ce qu'il a fait. Bilan? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais quand vous envoyez vos enfants dans la gratuité de l'enseignement, c'est Félix Tshisekedi. C'est pas Félix Tshisekedi. Il a respecté la Constitution. Est-ce que je peux dire? Je peux parler. Ok, continue. Mais quand vous négociez les passeports à $99, c'était à 250. C'est pas Félix Tshisekedi. C'est une réalité? Ah, c'est une réalité. Ok. Kabila nous a laissé avec 40 bis. Aujourd'hui, nous sommes dans les 660. C'est Félix Tshisekedi. Ok. La diplomatie agissante. L'invitation du Congo, partout on parle de notre pays, le président est là, où nos employés sont là. C'est Félix Tshisekedi. La baisse du prix du billet d'avion, c'est Félix Tshisekedi. Mais vous voulez qu'ils disent quoi? Parce que c'est palpé. Quand tu vois l'enthousiasme, cette mobilisation générale de la population congolaise, non, il n'y a pas d'eux. Merci. Merci. Le mot de la fin, je vous donne le mot de la fin, comme ça, M. Amish va terminer, parce que la personne qui avait commencé l'émission, mais c'était vous.
Sur 10, s'il faudrait côté Tshisekedi, vous allez les donner combien? Parce qu'il y a aussi quelque chose qui les colle. Hein. On parle de RAM et aujourd'hui, il semble que cet argent a servi pour les universités, mais on ne sait pas si c'était combien. Et votre mot de la fin, on retient quoi? Vous savez, j'ai entendu mon co-débatteur faire une énumération, mais on peut continuer l'énumération. Le dollar à 2700, okay. Et à l'achat, il est déjà presque à 3000. C'est aussi Félix Tshisekedi. Vous avez vu que sur les 6 derniers mois, l'inflation a augmenté dans des proportions extraordinaires. Vous allez à Isangui aujourd'hui, à l'intérieur, vous achetez le litre d'essence à 17 000 francs. C'est aussi Félix Tshisekedi. Vous avez aujourd'hui les mamans comme Kevin et Kolo et Amasangu. Vous savez combien ça coûte? Je pense que vous vivez ici. On est en train de partir sur des 12, 13, 14 000. La population n'y arrive plus. Nous saluons... Là, c'est où? Mais venez là où je vis. Vous êtes PCA. Non, j'ai dit, c'est où? Vous êtes PCA. C'est où, vous êtes président du conseil d'administration de l'OGFREM. Je vois l'immeuble, c'est bien climatisé. Mais moi, je suis ingénieur de l'État. C'est pour l'État. Et moi, je suis un ingénieur de terrain. Je vais avec mes bottes. Je suis au contact avec la population. Je travaille avec eux. La vie est chère à l'intérieur dans les territoires. Je n'en conviens pas. Mais là où vous avez dit le truc là de maïs, c'est à 14 000. Mais allez à l'intérieur, venez, je vous à l'intérieur en général. Mais un peu parti par là. Mais il y a dans les ans. Oui, je vous assure. Bon, et alors, ce que je vous ai dit, au niveau sécuritaire, la population ne voit pas de patrouille de police. Hein, les gens se font kidnapper. Bon, mais je dis, bon, je pense que Félix Tshisekedi, que je salue comme un démocrate, a probablement l'intention de mieux faire. Nous avons vu, nous l'avons dit, les rivières polluées. Nous sommes en pleine COP28 à laquelle la RDC participe. COP28. Vous avez vu que nous n'avons absolument aucun programme de dépollution des rivières et nous allons risquer des typhus, des choléra et des grandes maladies épidémiques ici. Mais il semble que Mme Eve Bazaïba, elle s'est distinguée, cette dame. Mais Mme Bazaïba, moi j'ai beaucoup de considération pour elle. Vous savez que je ne m'en prends jamais aux dames, mais je pense elle est ministre de l'Environnement. Mais je ne sais pas quel est son programme pour les rivières, n'est-ce pas, que vous voyez toutes polluées. Allez un peu du côté de la Funa, rivière Kalamou, partout, mais c'est grave. Bon, je ne sais pas, je ne veux pas m'en prendre à elle, elle a probablement des difficultés qu'elle rencontre. Mais, 5 secondes, on reste. Oui, mais laissez quand même qu'on dise que Adolphe Muzito, il a un programme, il propose aux Congolais un programme réel. Je dis, par exemple, pour les factures d'électricité, vous savez que la SNEL prépare d'ajouter 3% de taxes à la rentrée de 2024, 3% sur les factures de la SNEL, alors que la SNEL est déjà le plus grand agent de déforestation ici avec ses factures. Vous savez que les factures de la SNEL poussent les gens à couper du bois parce qu'au lieu de payer les frais trop cher. Okay. Alors les gens vont, ou pour ça, Koni, Makala, tout ça, on voit quand vous êtes sur la route du Congo central. Mais vous n'imaginez pas le nombre, mais la déforestation, les sacs de Makala, mais c'est par des... Mais je vous assure, mais lui, mon co-débatteur qui est spécialiste du fret multimodal, il pourrait même proposer des solutions pour transporter ces Makala, parce que je vous assure, c'est inimaginable. Donc, et la SNEL s'apprête encore à mettre une taxe de 3%. Donc, vérifiez. Alors, moi, je pense que Adolphe Muzito, sa proposition, c'est les ménages les plus défavorisés. Il faut limiter la facture de la SNEL, de la Régie des eaux. Il faut libéraliser le secteur de l'énergie, complètement. Nous avons une agence ANSER, agence pour l'électrification des milieux ruraux. Mais je vous assure que partout où je vais, plutôt dans le secteur du concentrat, on ne voit pas. On ne sait même pas où qu'est-ce qu'ils ont comme programme. Merci, merci professeur. Malheureusement, on est à la fin. Monsieur Amici Makutano, c'est lui qui avait commencé l'émission. Vous terminez. On retient quoi? Je crois que nous avons tous suivi. Nous sommes le jour du repos après les 30 jours, le 28 jours, je crois, aux intenses de la campagne électorale. Notre candidat avait déjà proposé tout ce qu'il avait proposé. Et demain, nous serons aux urnes. Là où je peux dire, et je peux être d'accord peut-être avec le professeur, et que la ville n'est pas gérée. On doit avoir une nouvelle manière de voir la gestion de cette ville-province de Kinshasa autrement. Toutes ces autorités, ils prennent des vols, chaque jour ils sont toujours en Europe, en Asie, en Amérique. Je me demande souvent s'ils voient ce qui se passe ailleurs. Apparemment, ils sont là juste pour la beauté des yeux. Mais nous avons la capacité de transformer notre pays plus que ce que nous voyons de l'autre côté. C'est juste une question de sérieuxité, de détermination. Je crois que nous allons faire
faire quelque chose. Au président de la République, je sais que déjà c'est demain. Les codes uniques de la République est connu. Monsieur le Président, ça c'est la dernière émission avant les élections de demain. Je crois que cette fois-ci que jamais, la sélection doit être musclée. La République vous regarde. Nous devons écrire une histoire indélébile pour confirmer le seul patrimoine digne d'être appelé patrimoine de Congolais, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Merci. Dans notre slogan, on disait, mais aujourd'hui ce n'est plus un slogan, mais c'est un mot d'ordre. Le peuple d'abord. Ce n'est pas un slogan, c'est un mot d'ordre. À tous ceux qui subliment dans cet engagement politique que nous portons le fardeau et surtout le mandat de notre peuple, et donc la proximité que vous avez, tout ce monde-là, les voleurs, les détourneurs, vous étiez sous la pluie, sous le soleil, pour chercher une voie. Merci. Et vous en aurez. Merci. Mais Merci. c'est déjà 2024. Vive les élections. Merci, monsieur Amissa. 2024, le candidat numéro 24. Merci, monsieur Amissa. Nous n'avons que le 24. Nous n'avons que le 24. PCA de l'OGEFRAM, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS au cadre de ce grand parti présidentiel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De l'autre côté, les professeurs Léon et Moulou, porte-parole principale du candidat numéro 24 à l'ancien Premier ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on a fait les contours de toutes les questions d'actualité de la République démocratique du Congo. Je pense vous étiez vraiment nourris par rapport à cette émission, un débat républicain. C'est ce que nous voulons pour un Congo meilleur. Restez fidèles à nos programmes. Cette émission est déjà en ligne sur notre chaîne Au Centre Télévision. Je salue la présence de Maître Gédéon Éclectique qui est ici avec nous. Au revoir. Gédéon, salut.